Librement Linux. Bonjour, je m'appelle Cédric. Ah, mon micro a changé, tiens. Et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de podcast Librement Linux. Et je suis accompagné du premier. Il s'appelle Steve, il a une chaîne YouTube, 513v3. Il s'est mis à Linux récemment. Salut Steve. Ouais, salut, bonjour tout le monde, voilà, je suis passé, il y avait de la lumière, salut tout le monde, voilà quoi. Super, très bien. Et mon deuxième pote, c'est le Tux Basquet, voilà, il tient un blog, numotopia.fr, et puis en plus, il tient quelques rubriques, enfin, vous verrez dans l'épisode. Salut le Tux. Hey, salut les amis. Vous voyez, c'est à la cool. La joie de vivre, quoi. Vous voyez, c'est à la cool, voilà. Donc on vous remercie d'être fidèles à ce podcast. Faut dire qu'on revient de vacances, alors on est un peu de mal. C'est ça, c'est le démarrage. Les jingles sont pas au bon niveau, enfin voilà, bon, on s'étonne de rien. En tout cas, merci de votre fidélité à Librement Linux, qui est un des seuls podcasts qui aborde les solutions libres, Linux, informatique et projets numériques au travers d'informations, de billets et d'échanges en français dans le texte, s'il vous plaît. Vous pouvez nous écouter sur le site minecraft.fr, sur la chaîne YouTube de Steve 513v3, et puis voilà. J'ai pas fait la moitié de ce que je voulais dire, mais c'est pas grave, mais en tout cas, c'est de la bonne humeur. Et oui, 3 semaines de non-émission. A priori, on a fait un manque, hein. Tout le monde était désespéré, ils nous attendaient tous, et ben, voyez, on revient. On s'est pas engueulé, on s'est pas frappé, on avait besoin simplement de décompresser, et puis on a d'autres activités à côté. Ouais. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et on revient encore plus fatigué, tout va bien. Ça c'est normal, hein. Les vacances c'est pas fait pour se reposer, comme on dit. J'avoue, c'est vrai. C'est ça, exactement. Allez, on aura le billet de Steve, on va parler de l'actualité évidemment, il y aura une petite sélection des sorties de la semaine. J'ai bien dit petite, hein, voilà. Et on fera un petit crochet vers ce qui se passe sur notamment le Salon Matrix ou les commentaires sur l'épisode sur la chaîne YouTube de Steve. Voilà, vous avez fait quelques retours et donc on voulait échanger avec vous. Voilà le programme. Et ben allez, on va pouvoir commencer avec Steve. Librement Linux. Le billet de la semaine de Steve. Et Steve, tu vas nous parler je recommence. Steve, tu vas nous parler de HTPC. Ouais, ça a l'air dur, la reprise, dis-moi. Hein. En fait, j'étais en train de lire HPHC comme heure creuse, heure pleine. Parce que je suis en plein dans les Zigbee, les Linky, tout ça. Voilà, bon, bref. On n'est pas loin. Donc, raconte-nous ce que c'est ce HTPC. Allez, c'est parti, mon zizi. Comment ça va, les copains? Vous allez bien ou vous allez bien? Bien. On va bien. Ouais, évidemment. J'ai l'impression de me retrouver dans un épisode, tu sais, salut du Club Dorothée. Ah, salut les copains, vous allez bien? Ouais, enfin, soit. Allez, c'est parti. Allez, je fais aujourd'hui, comme par hasard et comme d'habitude, un billet d'humeur, coup de gueule. Comme tu veux. Oh non. Évidemment. Non. Comme si je faisais jamais ça. Non, franchement. D'un côté, c'est un billet d'humeur, donc ça va, c'est normal. Ouais, voilà quoi. Non, ouais, je fais jamais ça. Moi, je suis quelqu'un de tellement bienveillant en plus. Alors, vous savez, pour préparer le billet d'humeur, dans la plupart des cas, ce que je fais, c'est que je m'inspire beaucoup des moments de frustration que j'ai vécu pendant la semaine. Et fatalement, voilà, ici, ça fait quand même quelques semaines qu'on s'est plus capté. Alors, imaginez les gars. Là, en fait, en vérité, j'ai été me faire griller la peau de roux belge au soleil. Donc, en gros, en vérité, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué la couche en mode HDR Dolby Vision plus 10 sur mes taches de rousseur. Et côté colorimétrie, je ressemble plus à un homard ébouillanté sur lequel, malheureusement, on aurait oublié de lui retirer ses lunettes de soleil. Ça y est, t'as bien claqué la couleur rouge, là? C'est bien rouge. Ouais. Ah. Vous avez l'image? Ouais. Attendez-vous alors au prochain billet d'humeur qui parle justement de ma peau de serpent et de la mue que je vais bientôt opérer, hein, parce que fatalement, un roux qui a un coup de soleil s'appelle la semaine suivante, hein. Et bon appétit si vous êtes à table au passage, hein, justement, on ne sait jamais. Bon, allez, je reviens à propos de mes frustrations. Alors, figurez-vous justement que offline, on se parle, hein, nous trois, et donc on découvre qu'on n'a pas qu'une passion, celle de Linux et du monde libre, mais on est aussi des cinéphiles. Non, et c'est vrai. Ouais, je pense qu'on parle beaucoup de ça. On pourrait carrément passer des heures à parler comme des experts critiques, membres du jury du festival de Cannes sur tel ou tel film. Tu sais, du genre par exemple, t'as trouvé comment les performances de Vin Diesel dans le dernier Fast and Furious? Ma foi, tu sais, j'espère qu'il va enfin avoir sa palme d'or, hein, parce que d'ici là, on est bon pour 22 épisodes. Là, c'est pas à Cannes qu'il faut aller le voir, ça. C'est au Midem. Ouais, mais bon, je voulais prendre quelque chose qui était un peu d'actu.
Bah, Cannes, oui, c'est d'actualité, voilà. mais Fast and Furious à Cannes, non, c'est pas d'actu, ça. Ouais. Après tout, on peut rêver, quoi, je sais pas. Non, le dernier Coppola à Cannes. Et tout à fait, c'est vrai. Mais bon, c'était très difficile de pouvoir parler d'un truc aussi sérieux, justement, dans un billet d'humeur, avec une toute petite pointe d'humour. Donc voilà. Enfin, vous avez compris, on a des échanges hyper profonds, quand vous pouvez le constater. Ce qui nous amène, bien évidemment, à parler de toute notre collection incommensurable de supports en tout genre, hein, comme par exemple nos Betamax. Alors ça, par exemple, c'est Cédric qui en parle beaucoup, parce que lui, il regarde en boucle La Grande Vadrouille, même si ça passe au moins une fois par an sur les chaînes françaises. Don't forget. Et en plus, en HD sur la chaîne française. Ouais, c'est vrai en plus. Non, mais l'original est le meilleur. Et ouais, de toute façon, c'est toujours le mieux en original. On parle aussi de nos cassettes VHS avec le magazine Télécassette, rappelez-vous, qui nous offrait des jaquettes pour chaque évidemment. film. Ouais, qui passait pour chaque film qui passait à la télé, c'était vraiment terrible. On avait même ça en Belgique, figurez-vous. Il y avait ensuite la révolution du laserdisc, qui a peiné malheureusement à percer ici chez nous en Belgique, qui fut rapidement remplacé par de l'analogique gravée sur un CD, ça faisait un peu mal au cœur quand même. C'est vrai que ça faisait un peu, ça faisait peine à voir. Ah bon, ça n'a pas inondé la Belgique comme en France, parce qu'en France on en avait partout. Ouais, mais personne n'a acheté. Je te rassure, personne n'a acheté. C'est ça. Ça a peiné énormément, mais ça a été très vite remplacé après par la révolution numérique du DVD, bien sûr. Alors, je vous parle pas non plus des Blu-ray, grand gagnant de la bataille contre le HD DVD, rappelez-vous. Et puis, plus récemment, on a l'UHD 4K. Donc, voilà, en tout cas, 3D. Pour la petite rétrospective. HD 3D aussi. Il y avait aussi, ouais, mais ça, c'était vraiment une parenthèse, juste pour un film, quoi. Si je me trompe pas. Oh, ils ont essayé de vendre des télés à tout va, en 3D. Oui, ouais, là aussi on s'est bien fait baiser. Et puis derrière, ils ont essayé de vendre des systèmes audio 3D. Pardon, j'ai pas tout suivi. Non, mais ils continuent, c'est ce qu'on appelle le Dolby Atmos. Oui, c'est ça. Enfin, ils ont changé le logo. Tout ça pour vous dire que belle aujourd'hui encore. Je vais le finir, ce billet d'humeur. Allez, je termine. Alors ouais, voilà, tout ça pour vous parler maintenant d'un clic sur une télécommande, c'est-à-dire un abonnement sur un service de VOD, et hop, voilà, on passe carrément plus de temps à consulter le catalogue plutôt que de mater un film ou une série. Enfin, pour ma part, si j'ai de la chance de regarder au moins la fin du générique du début du film, c'est déjà une victoire, parce que je crois que la plupart d'entre nous, on ronfle directement dès qu'on voit les premières images. C'est ça, être vieux. C'est vrai en plus ça. Mais finalement, toutes ces révolutions sont liées naturellement au divertissement, mais qu'est-ce qu'il nous reste vraiment concrètement ? C'est vrai parce que beaucoup de mon entourage n'a pas cette fierté que nous avons de pouvoir arborer nos médias. C'est un peu comme à l'époque, on avait carrément une armoire qui était réservée à nos bons vieux vinyles. Alors oui, vous allez me dire, ouais, t'as qu'à t'acheter un lecteur de salon. Oui, ça c'est une excellente idée qu'elle est bonne, parce que lorsque tu décides de t'acheter une platine pour lire tes vinyles, bien évidemment, tu vas t'acheter celle qui est proposée en promo dans le catalogue Lidl pour te reproduire un son bien merdique sur tes enceintes connectées en Bluetooth qui ont été achetées justement sur Temu. Oui, parce que c'est évident que ton Dark Side of the Moon des Pink Floyd, ça mérite vraiment bien le low cost, hein, bien sûr. Non, parce que pour ma part, moi quand... En fait, excuse-moi, mais on était tous en train de se taire parce qu'on a tous acheté un truc high-tech chez Lidl et on était en train de dire comment il va nous démonter le truc, là. C'est bien fait, hein. Ouais, c'est quand même bien fait, moi, j'ai acheté l'enregistreur de vinyle quand même pour numériser tes vinyles. J'ai fait pareil, mais j'ai très vite regretté. C'est pour ça que je l'ai marqué. Ah ouais, c'est si pourri que ça? Parce que je l'ai même pas testé. Je l'ai acheté, je l'ai pas testé. Ouais, mais j'avoue. Ah ouais. Enfin, voilà. Bon. Enfin, tu vois, ce que je veux faire, c'est que quand moi, par exemple, pour ma part, je souhaite replonger dans une œuvre cinématographique de l'époque ou plus récente, mais j'espère vraiment que sur mon joli écran 4K et mon kit d'enceinte, ça puisse rendre hommage à la scène d'intro de Shining, par exemple, ou de retrouver le trésor de Willy le Borgne dans les Goonies. Enfin, tout ça, bien évidemment, pour que ça puisse en tout cas s'opérer avec toute cette magie, il va falloir claquer de la thune, pas possible, au moins pour une platine de salon. Ou alors, il y a une autre solution. C'est celle de faire un HTPC. Alors, comprenez naturellement, puisque
C'était pas heure creuse, heure pleine, Home Theater Personal Computer, mais qu'on se le dise tout de suite, ça n'a absolument pas bonne réputation du tout à cause de beaucoup trop de contraintes. Alors tout d'abord parce que la lecture de ces supports sont limitées par des DRM, donc bah oui, fatalement, tu peux pas te permettre de dire bah tiens, j'ai claqué ma galette de Blu-ray dans mon lecteur et puis finalement je vais lire avec mon PC. Non, ça passe pas comme ça malheureusement, à moins d'outrepasser ces librairies et là, oui, tu peux passer effectivement alors un bon petit film Blu-ray, un bon petit DVD, mais voilà. En gros, sauf si tu ne peux pas dumper ces DRM, en fait, ça sert à rien, tout simplement. Et effectivement, grâce à le Tux et son tuto très précieux sur son Inumetopia, on peut effectivement lire nos bons vieux Blu-ray grâce à VLC et même sous Linux en plus de ça. Ça se trouve, c'est génial, quoi. Alors on peut effectivement profiter d'une distribution qui est basée sur Kodi aussi éventuellement, hein, puisqu'on a LibreLec et ses différents forks. Alors bien évidemment, il faut bidouiller pour pouvoir justement obtenir et faire passer aussi ces DRM. Mais encore une fois, malgré le fait de posséder nos propres films, si on ne dumpe pas tout ça, malheureusement, c'est dans le cululu, hein, comme j'ai l'habitude de dire. Alors, vous l'avez compris, moi, en fait, ce que je fais là, c'est plus qu'un coup de gueule, c'est en fait un appel d'une certaine manière, parce que là, il y a quand même une petite brèche dans laquelle on pourrait franchement s'engouffrer pour transformer n'importe quel PC en un lecteur multimédia haut de gamme, lire nos DVD, nos Blu-ray qui pourraient même carrément être upscalés en 4K, profiter de l'accélération matérielle sans se faire souffrir notre PC pour autant, et encore mieux, intégrer ce codec oublié pour redonner vie à nos bons vieux HD DVD, qui, tout à fait entre nous, et ça n'engage que moi, bien évidemment, était quand même un peu plus performant que celui du Blu-ray. Réaction de votre part ? Oui, quoi, sur le HD DVD, non, moi j'étais plutôt team Blu-ray. Ouais, je m'en doutais un peu qu'il y avait quand même des teams. Moi j'étais team DivX. D'accord. J'en Même connais pas qui va Xvid, avoir parce que le DivX c'était un format propriétaire. Oui, genre, mais tout à fait. parce Comme que moi, MP3 Pro de chez Thomson aussi, c'était pas mal Parce que, ça. Ouais. quitte à choisir, moi je préférais le Xvid, hein, qui était open source. Ouais, c'est pas fou non plus. Allez, je termine quand même vite fait. Et tout ça, bien évidemment, en fait, je vous parle justement de ce HTPC avec un prix tout à fait raisonnable, bien plus raisonnable naturellement qu'une platine de salon haut de gamme, dont le montant pourrait s'étendre au moins sur 4 chiffres. Alors voilà, moi je lance un appel à la communauté, à tout le monde. Est-ce que ce serait franchement pas possible de pouvoir proposer un produit open source capable de rivaliser avec un Power DVD sous Windows, qui, je vous le rappelle, coûte 80 boules quand même. Quoi, la licence Power DVD ? Ouais, tout à fait, qui nous oblige ainsi de disposer d'un jeu d'instruction SGX sous Intel en plus pour pouvoir lire les 4K. Et ouais, donc ça veut dire qu'en fin de compte, on est sur des générations Intel beaucoup plus récentes et donc ça se chiffre tout de suite. Et sans parler naturellement des cartes graphiques qui, à ce moment-là, pourraient être capables de gérer les codecs comme le H265 ou le HEVC. Voilà, si j'ai bien prononcé. Et au vu de ce bon et extraordinaire... ce que je voulais dire par là, c'est que vu le bond extraordinaire qu'on est en train de vivre sur justement la scène du gaming sur Linux, je me dis que franchement, moi j'ai espoir de pouvoir en tout cas glisser un de ces 4 matins la galette d'un bon vieux film de Terence Hill et Bud Spencer sur mon bon vieux PC multimédia de salon piloté sous Linux. Voilà. Voilà, quoi, je vais réagir. En fait, moi, je le fais déjà. Donc, comme tu disais, il y a une procédure pour pouvoir récupérer les DRM légalement pour les lire avec VLC, mais ça marche aussi avec Kodi, ça marche avec tous les lecteurs sous Linux. Et moi, ça me coûte rien parce que j'ai recyclé un vieil ordinateur de Mathusalem avec une carte graphique qui savait déjà décoder un peu le H264 et H265 de manière accélérée. Ça m'a rien coûté. Voilà. C'est vrai. Et donc ça veut dire que, parce que moi j'ai fait beaucoup d'expériences aussi par rapport à ça, et donc je te confirme que certains lecteurs multimédia comme VLC, etc., quand en fait ils sont pilotés sous un système d'exploitation à proprement parler, Linux, tu as quand même une sacrée bibliothèque de films Blu-ray qui fonctionnent, donc ça, il n'y a aucun problème. C'est un peu plus problématique pour en fait certains films en 4K, mais par contre, lorsque tu directement vas sur un Kodi par exemple, là malheureusement plus de la moitié n'est pas pris en considération. C'est-à-dire que c'est que ta bibliothèque AAC elle n'est pas mise au bon endroit alors.
Mais justement, c'est ce que je vérifie à chaque fois, c'est de m'assurer qu'effectivement la bibliothèque AC, puis alors lib machin, je sais plus DLL, etc., etc. Non, J'essaie de mettre mes... Ouais, alors c'est en fait bon le lib Blu-ray, je sais plus comment ça s'appelle exactement et tout ça. Bon, ça c'est pour ça marche avec tous les lecteurs donc VLC, Movie Player, etc. intégrés. C'est pour les CSS, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Si ton Kodi il est installé au format Snap ou au format Flatpak, ça marchera pas. Il faut que format Snap et format Flatpak, comme c'est des packages isolés, ils créent un profil temporaire et donc ta librairie, il faut que tu les mettes là-dedans. Alors, le Kodi, il inclut les librairies, je crois, dans son... Le Kodi en Flatpak les inclut et le fichier qui contient les autorisations DRM, il faut que tu le mettes dans ton profil de Flatpak pour le faire. Snap, j'ai pas étudié la question, parce que je suis anti-Snap, mais ça marche. Moi j'ai testé, je lis toute ma Blu-ray Tech sur mon Kodi sans aucun souci. D'accord. Aussi à savoir, la base de données, elle est régulièrement mise à jour, puisque à chaque fois qu'il y a une nouveauté, voilà, donc il faut pas essayer, si vous venez d'acheter le DVD, le Blu-ray, c'est ça. de télécharger la mise à jour. Alors, c'est pas instantané, faut peut-être attendre. Si le truc qui vient juste de sortir, faut peut-être attendre un mois ou deux avant que la signature des DRM soit incluse dans la base. Ouais, mais malheureusement, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il n'y a pas toute cette magie que permet par exemple Power DVD. Je veux dire par là que Power DVD. Ah oui, c'est formidable. Tu vois, a quand même tout un algorithme qui te permet effectivement de faire un super upscaling d'un simple 576i. Tout d'un coup, tu as en fin de compte un travail sur les pixels, un entrelacement, etc., etc. Et c'est vrai que malheureusement, on n'a pas ce même confort sur justement une distro de Linux. Et ça, c'est vraiment ce que j'adorerais rencontrer, quoi. En fait, tu l'auras jamais. Donc, pour la simple et bonne raison, c'est que tout ça, c'est sur des techniques sous licence. Mais donc, ce n'est pas du tout de l'open source. Évidemment. Donc, après, tu as un beau travail de FFmpeg qui, justement, essaye de pallier à tout ça à partir de solutions libres et ouvertes. Mais ce que propose Power DVD, ça s'appuie sur des technologies sous licence. Et donc, on ne va pas les retrouver sous Linux comme ça. Après, sous Linux, il existe des logiciels propriétaires qui proposent... Alors Power DVD, là tu tapes dans le must, mais après il y a des alternatives sous Linux propriétaire, j'ai plus les noms en tête, mais qui proposent... Oui, CanalSat... Voilà. Mais sinon, quand tu prends VLC c'est ultra puissant, ça fait de l'upscaling aussi, ça fait pas mal de choses, voilà. Seul petit point noir dans tout ça, c'est les DVD les Blu-ray qui proposent du Java, des scripts Java et tout ça. Là, sous Linux, c'est assez mal supporté. Et donc tu passes directement au film sans passer par les menus, par les trucs comme ça. Alors il y en a certains, ça marche, mais c'est assez aléatoire. C'est laborieux. Et puis c'est les HD DVD, quoi. Je trouve que franchement, pour juste le script à réintégrer qui te permettrait de pouvoir au moins lire tes bons vieux HD DVD comme de l'époque, c'est parce que c'est quand même des collectors, quoi, même si c'est plus d'actu. Bon, j'en ai pas, donc moi je priais à l'époque pour que le choix que j'ai fait du Blu-ray soit le bon. Non, parce que ça rappelle la VHS contre Cédric, tu vas m'aider. Betamax Non, c'était pas le Betamax. C'était. Et voilà, et en fait, c'est la VHS qui était le format le plus pourri qui a été retenu, contrairement à l'autre qui était bien meilleur. Mais bon, des fois, la qualité ne l'emportait pas. Ouais, je suis en train de vérifier. Betamax, VHS, V2000. Le V2000, je crois que c'est ça, je crois que c'est le V2000. Ouais. Le V2000, d'accord. Mais on a souvent, parce que le Betamax a percé dans le milieu professionnel. Le Betamax, oui, c'était les pros. C'est pour ça, je crois que c'était le V2000. Mais et c'est la VHS qui l'a remporté. Bon bah. Ouais, d'office. Et qui se souvient des CD vidéo? Oui, le CDI.
de chez Philips. Non. C'est pas ça? Le CD vidéo, le CD MPEG 2, si tu veux. En fait, ça n'a jamais percé le marché européen. Non, en fait, ça a fait une fureur au Japon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un CD audio, normalement, ça fait 74 minutes. Et ben, les Japonais avaient réussi, par le biais de la compression MPEG & Co, à foutre pareil 74 minutes, mais de films. Bon. Ouais, mais t'as regardé la qualité? Elle était géniale par rapport à la VHS. Ouais, mais par contre, non, c'était ultra compressé. C'était du numérique, contrairement à l'analogique de la VHS. On était dans le monde numérique, mais la qualité MPEG, excuse-moi, elle était quand même pitoyable. Avec un débit de 1 mégabit. Non, c'était une hérésie. Écoute, aujourd'hui, LCI fait pas mieux, quoi. Donc, voilà. Bon, à la rigueur, pour voir des journalistes raconter n'importe quoi, est-ce qu'on a besoin de mieux? C'est pas faux. C'est pas que LCI, hein, c'est LCI, c'est News, BFM. Non, c'est News j'allais dire en 4K, en 1080p, pas LCI encore. Oui, mais par contre, tu regardes la qualité de compression d'une chaîne info, elle est 2 ou 4 fois moindre qu'une chaîne normale. Ouais, mais arrêtez, parce qu'on va nous taxer de complotistes parce qu'on commence à critiquer les médias. Hein. Faites attention. Ah non, on parle pas du contenu des médias. Là, on parle de la qualité visuelle des médias. Technique. On s'arrêtait à la technicité, s'il te plaît. Hein, et chacun regarde ce qu'il veut. Hein. Voilà, c'est ça. Et pour pas se faire taxer, on peut également citer évidemment BFM, France 24, France Info, voilà. C'est ça, on les cite tous. Mais ils ont tous la même qualité sur le... C'est de la merde. Putain, mais on va se faire déglinguer la semaine prochaine. Oui, technique, évidemment. Oui, bien sûr, c'est technique. Je tiens à signaler, Steve n'a rien à voir. Je continuerai le podcast. Si vous devez être banni, les gars, je continuerai le podcast tout seul. Bon, j'irai raconter que des conneries, mais bon. Bon, allez, next. Ouais, next, bon, très bien. Il faudrait que je retrouve mon conducteur parce que pareil, j'ai cliqué de n'importe... Ah oui, si. Là, on va parler d'actualité après avoir parlé de home cinéma. Ouais, c'est vrai? Oui. D'accord, eh ben écoute, moi je dis que tu vas nous parler de 4 actualités. C'est parti. Librement Linux. À vous, Cognac, l'actualité. Et tiens, on parlait de news, d'informations, etc. La surveillance et Adopi. La justice européenne a fait un petit truc, a fait un miracle. Ouais. En fait, elle enterre un peu plus l'animal en ligne, l'Union européenne. Donc, un article de la Quadrature du Net et explique en long, en large, en travers un arrêt qui a été fait le 30 avril 2020 par la Cour de justice de l'Union européenne, CJUE, et qui en gros, l'adresse IP n'est plus une information, une donnée privée, et donc on n'est plus obligé, je fais la synthèse de l'article, on n'est plus obligé, les autorités ne sont plus obligées de passer par par la justice, par un juge pour y accéder. Voilà, on revient sur une précédente jurisprudence qui avait été faite dans 2020, je crois, où en fait elle considérait dans cette jurisprudence que la conversation des adresses IP constituait une grave ingérence dans le droit fondamentaux et le droit que ces dernières ne pouvaient pas faire l'objet d'un accès associé à l'identité civile des internautes seulement dans les cas de criminalité grave et d'une atteinte à la sécurité nationale. Donc ça, c'était la précédente jurisprudence qui devient caduque aujourd'hui, et la police, l'Adopi et tout ça, ils peuvent collecter une adresse IP, demander à avoir des informations comme ils veulent. Voilà, vive le progrès. Ouais, Steve. Rassurez-moi, la priorité d'Adopi, c'est pour réprimander quoi exactement? Les téléchargements illégaux ou en tout cas les déviances sexuelles? Non, quand tu regardes des vidéos qui citent des marques, par exemple. Non, mais en fait, aujourd'hui, Adopi a vachement évolué par rapport à cette Mais ça s'appelle plus Adopi, ça n'a pas été récupéré par l'ARCEP maintenant, cette non, Adopi, fonction ça existe toujours, mais derrière, c'est rattaché à l'ARCEP, je crois, en effet. Ouais. Mais qui est devenu l'ARCOM.
qui est devenu l'ARCOM. Et on est en 2024, le 20 mai. Et oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, on est le lundi 20 mai 2024. Oui. Ah oui, c'est vrai qu'on est un lundi, on n'est pas un dimanche. En plus. Oui. J'ai mal. Il faut pas s'arrêter 3 semaines, on perd tous les. On perd tous nos repères, c'est pas possible ça. Fini les vacances. Ah ouais, stop. Voilà. Bon, alors par contre, pour l'Adopi, en fait, derrière, je vous dis ça parce que ça remonte à 3 semaines, donc les souvenirs de la lecture de l'article sont très anciennes. Ce n'était pas non plus une victoire pour l'Adopi par rapport à l'affaire qui avait été portée devant la Cour européenne de justice de l'UO. Parce que je suis en train de chercher dans mon article où est-ce qu'ils en parlent justement. Mais pour faire court, Steve, l'Adopi, c'était pour lutter contre le piratage, aussi bien enfin des œuvres protégées, voilà, pour la faire courte. Voilà, donc normalement, ils étaient censés pouvoir identifier les gens qui étaient en infraction. Il y avait un système graduel de ce qu'on appelait la riposte. Donc t'avais des courriers d'avertissement jusqu'à une demande de blocage de ton accès Internet. Et bien sûr, évidemment, des poursuites judiciaires. Alors voilà, en fait, la Cour de justice elle précise que l'accès automatique aux adresses IP et à la réitération des renvois dans la riposte graduée, quand tu t'es fait choper une fois, on t'envoie une lettre, tu t'es fait choper une deuxième fois, on te renvoie une lettre, une troisième fois, on te fait passer les gros yeux à l'amende. Voilà, cette collecte ne peut pas être entièrement automatisée et que l'Adopi, par contre, dans les autres cadres de la collecte des IP, la CGUE précise bien que elle peut être automatisée pour accéder à l'identité des civils, uniquement dans ce cas-là, alors des personnes. D'accord, et uniquement dans le cas de l'Adopi, parce que moi qui fais du traitement, qui fait du traitement RGPD, l'adresse IP est toujours une donnée protégée. Bah non, en fait aujourd'hui la CGE dit que bien que l'Adopi peut accéder de manière massive et automatisée à l'identité des personnes des civils. Autrement dit, la riposte graduée, qui est le nom de la procédure suivie par l'Adopi, qui consiste à envoyer plusieurs avertissements dans un premier temps avant de saisir la justice si l'internaute ne sécurise pas sa connexion, devra changer de forme. Le législateur devra inventer une machine à gaz pour prévoir un pseudo-contrôle externe indépendant de l'accès à l'identité civile par l'Adopi, alors qu'aujourd'hui, il n'existe aucune solution de contrôle externe de l'Adopi. L'autorité devra désormais prévoir un tel contrôle lorsqu'elle souhaite, dans des cas atypiques ou des cas de réitération de l'internaute, accéder à l'identité civile. En fait, ce qu'on reproche à l'Adopi, c'est qu'il n'y a pas de contrôle externe. Voilà, c'est tout. Et sinon, maintenant, l'adresse IP, on peut les collecter massivement. Sans problème. C'est génial parce que finalement ça va quand même justifier des promotions de gros malades sur les VPN, si j'ai bien compris. Alors là, on parlait le VPN en France, je ne sais pas si vous avez suivi ça les amis, mais notre gouvernement voudrait encadrer les VPN. Grosso modo, ils veulent que les fournisseurs de VPN collectent les adresses IP et les donnent. C'était justement tout le leitmotiv, en tout cas de l'existence d'un VPN, c'était justement en tout cas de faire ça. Et c'est comme le chiffrement, le gouvernement français voudrait avoir des backdoors sur tous les systèmes chiffrés. Sauf que le seul problème à cette volonté de faire une loi là-dessus, c'est que la majorité des sociétés fournissant des VPN ne sont pas en France, et même pas forcément du tout en Europe, et généralement sont dans des États où en tout cas le siège social se trouve dans des pays où le contrôle, justement, la collecte des données n'est pas obligatoire. C'est pour ça que quand vous prenez un VPN, choisissez bien votre VPN, ne prenez pas un VPN qui est situé à Paris, dont le siège social se situe à Paris. Ou dans ce qu'on appelle les Five Eyes, donc les sociétés États-Unis,
Israël, Angleterre, Australie, et je sais plus qui c'est le 5e, qui ont des lois justement pour accéder à toutes ces données, à tous les logs, etc. Oui, mais si tu as une adresse IP, tu n'as pas forcément les coordonnées de l'internaute. Et ce qui était magique, c'est que après, l'Adopi se retournait vers le fournisseur d'accès Internet, parce que chaque fournisseur d'accès Internet a des plages d'adresse IP, donc on sait à qui appartient une adresse IP. À quel fournisseur, d'accès Internet appartient l'adresse IP. Et donc, quand l'Adopi demandait ça à Free, il leur répondait, de toute façon, ils n'avaient pas le choix, ils leur répondaient par fax. Ils envoyaient la liste des adresses IP par fax. Ouais. Donc, pour automatiser le traitement, c'était un peu chiant. Voilà. C'est bon. Et donc, évidemment, quand il demande ça au fournisseur d'accès à Internet, le fournisseur d'accès à Internet, derrière, dit à quel internaute appartient cette adresse IP, donc, l'internaute, l'abonné, donc son adresse physique, etc. Sauf que ça posait aussi également des problèmes, du côté de chez Free, du moins, parce qu'une adresse IP peut être partagée par plusieurs internautes. Donc l'adresse IP n'était pas un identifiant unique. Il fallait y avoir l'heure, la date et l'heure, et également le port TCP. Parce que Free tronçonne une adresse IP. Je crois qu'il peut y avoir jusqu'à 4 internautes sur même une même adresse IP. Voilà. Alors quand tu es en fibre, tu as une IP unique. D'accord. Mais V4 ou V6 ? Les deux. Les deux, mon capitaine ? Bon, très bien. Ouais, c'est... Moi, je suis en fibre depuis longtemps et j'ai une IP fixe, je suis en fibre depuis longtemps. qui n'a pas bougé et qui n'est exclusivement que pour moi. C'est en dessus. Ouais, ça va, on a compris. Hein. On va bientôt arriver Par à contre, Paris, t'inquiète. en effet, quand vous êtes chez Orange, par exemple, Orange, c'est des IP dynamiques. Dynamique, encore ça va, mais quand c'est partagé par 4 personnes en même temps, là, ça fait un peu Non, bizarre. mais c'est-à-dire que quand tu redémarres ta box... Oui, t'as pas la même adresse IP. Oui. C'est ça. Oui, bon. Pareil chez nous, ça. Ouais. Pareil chez nous. Tu la redémarres toutes les heures, comme ça, tu peux avoir jusqu'à 24 adresses IP par jour. Ouais, pareil, ouais. Ça m'aide beaucoup quand je dois aller sur... Ouais, très bien. On va enchaîner. On va enchaîner, si tu veux bien. On va parler de la LibAdWaita. LibAdWaita, c'est un nom que vous allez peut-être pas connaître, parce que c'est exclusivement réservé aux gens qui ont GNOME. Non, c'est pas exclusivement réservé aux gens qui ont GNOME, mais c'est une librairie qui est proposée par GNOME pour faire l'interface graphique de ces applications, ces icônes, etc. Oui, mais si j'ai pas GNOME, je peux pas l'avoir. Si, tu peux l'avoir, mais ça fera que tu ressembleras à GNOME, tu pourras pas la personnaliser. En fait, tout ça, ça vient d'un billet d'humeur, pour ainsi dire, de Clément Lefebvre, le créateur et le développeur principal, le chef de projet Linux Mint, qui, sous Linux Mint, ils aiment bien personnaliser les applications pour les faire correspondre au thème que tu as choisi avec ton environnement. Sauf que avec la LibWaita ou je sais pas quoi, là, tu le disais très bien, je vais pas y arriver ce soir, LibAdWaita, de GNOME, en fait, tu peux pas personnaliser l'interface des applications GNOME avec le thème de ton environnement. Tu es obligé de garder le thème GNOME. Donc ça, il se dit, en fait, derrière, ça pose un problématique parce que ça veut dire qu'on a une uniformisation en utilisant une uniformisation des interfaces en utilisant celle proposée et propulsée par GNOME, mais la personnalisation liée aux différents environnements que vous pouvez utiliser, que ce soit Mate, que ce soit XFCE ou autre, à part KDE, là on parle d'autres choses, on est sur Qt, mais en fait tout se ressemble et on perd quelque chose. Donc suite à ça, en fait Clément Lefebvre lance un appel à la communauté pour dire forquons les applications GNOME pour permettre justement de les personnaliser avec les thèmes qu'on veut. Ça sera pas l'application GNOME initiale, mais ça sera un fork. Et voilà, et donc il appelle tous les développeurs de bureaux à se réunir pour proposer des outils qui seront personnalisables en termes d'interface
et non pas utiliser uniquement celle proposée par GNOME. Alors ça c'était le premier thème de son billet d'humeur. Après je vais juste dans ce billet, il est assez long, je vous invite, le lien il sera dans les commentaires dans le descriptif de l'épisode à le lire, mais derrière il y a aussi un truc, on en parlait dans notre dernier épisode, qu'il y avait l'opérateur, je ne sais plus quel pays, qui passait à Matrix, et Télé2, voilà, et donc Linux Mint ouvre un canal Matrix et proposera dans sa prochaine version une web app, une application web pour se connecter à Matrix. Donc on voit que Matrix est un protocole qui a beaucoup de succès actuellement. Oui, et d'ailleurs le général Charles de Gaulle a dit vive Matrix, vive le fork libre. Voilà. Ouais. J'étais là même quand il l'a dit. Oui, mais je m'en souviens, c'était hier. Ça m'attriste. Non, ça m'attriste que GNOME en effet prenne cette direction-là, mais ça m'attriste d'autant plus que je trouve que les forks, c'est un mauvais signal. Pourquoi multiplier quelque chose qui existe déjà? Oui, parce qu'on a des contraintes, législatives, techniques, etc. Mais c'est dommage parce que j'ai l'impression que ça brouille plus les cartes pour les néophytes. Par exemple, on parle LibreOffice, on parle de OpenOffice, et avec toutes les différentes versions, tout compte fait, tout le monde a été paumé. Non, mais après, moi je suis d'accord avec toi. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un développeur d'environnement GNOME qui lui ferme son écosystème pour garder une identité visuelle, etc., mais pas permettre aux autres de le personnaliser quand ils veulent récupérer ces applications-là. Donc comment on fait ? Soit et donc en gros, derrière, moi ce que je trouve aussi intéressant, c'est d'avoir la diversité. C'est ça qui était aussi intéressant, c'est qu'aujourd'hui on a pour tous les goûts sous Linux. Mais si on doit avoir un côté soit du Qt, soit du GTK version GNOME, quel est l'intérêt ? On ferait du Windows. Voilà. Donc c'est ça où moi ce que je trouve dommage, c'est que GNOME ferme justement ses API et tout ça pour éviter la personnalisation. C'est juste de la personnalisation, on parle pas de fonctionnalité, parce que le fork va utiliser les fonctionnalités des applications qui sont très bien écrites et tout ça. La personnalisation, c'est au moins 90% des vidéos qui traitent de Linux sur YouTube. Alors s'il te plaît, vas-y mollo. Mais voilà, non, mais justement, c'est aussi ce qui fait que quand on a une distribution qui avec un thème, une interface graphique, visuelle et tout ça qui nous plaît, c'est parce que moi j'aime bien GNOME, mais sans plus, je préfère la personnalisation qu'ils en font. Des caisses, on a bien compris, KDE & Co, c'est un Plasma, oui, je sais bien. Le clic droit là pour personnaliser, Non, je parle pas de la personnalisation que toi tu vas faire en tant qu'utilisateur, mais que les développeurs de distribution vont te proposer avec leur thème à eux, etc. Oui, d'accord. Que tu prennes une Manjaro, une Debian ou une Linux Mint, chacun personnalise le thème Cinnamon comme ils le veulent. Ouais. Ou pas d'ailleurs. De toute façon, moi je me suis toujours arrêté au prompt, donc ok. Très bien. Bon, ok. Toi qui testes plein de distributions, Steve. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il s'adressait à moi. Je sais de quoi il parle. Alors Steve, oui. Moi, malheureusement, le problème, c'est que j'ai pas d'affinité avec justement l'environnement de bureau GNOME. Moi, je suis toujours très pro KDE Plasma. Oh, le traître. Donc, ouais, je sais. Donc, malheureusement, déjà, je crois que je suis un très mauvais interlocuteur et en tout cas, je vais vous refiler une très mauvaise réponse. Et pourtant, je sais que GNOME est vraiment, en tout cas, l'identité même, justement, de l'open source et de Linux, etc., etc. Mais malheureusement, il y a encore ce petit rattachement. Ce petit rattachement bien dégueulasse qui trahit un petit peu ma dépendance encore à l'environnement qui ressemble de très très loin à Windows. Je suis désolé malheureusement les gars, mais flagelle-moi, j'adore ça. Non, Windows, mais après, moi, je suis comme toi, je n'aime pas l'environnement GNOME. Il y a des trucs sympas et tout ça, mais ce n'est pas mon environnement de prédilection. Par contre, il y a beaucoup d'applications GNOME que je trouve très bien faites. Tout à fait. Voilà, sauf qu'aujourd'hui, ces applications GNOME, quand tu vas les installer sur ton KDE ou sur ton truc comme ça, elles vont ressembler à du GNOME. Elles vont pas ressembler, elles vont pas prendre le thème de ton environnement. Je suis entièrement d'accord. Et c'est ça qui est dommage. C'est vrai. C'est la même problématique quand tu exécutes un programme Windows avec Wine.
T'as encore les icônes dégueulasses de... C'est ça. Ouais, mais ça, à la rigueur, pourquoi utiliser un programme Windows sous Linux, hein, ça faudra qu'on m'explique un jour. Écoute, la calculatrice, tu ne l'as pas sous Linux, donc voilà. Hein. Pour jouer par exemple, t'es obligé de passer par Wine, non? Pour jouer, oui, mais on s'en fout, puisque tu as ton jeu en plein écran, donc on s'en fout d'avoir... voilà. Mais... Non, après avec GNOME, c'est pas très étonnant. Souvenez-vous, le bad buzz qu'il y avait eu quand ils sont passés de GNOME 2 à GNOME 3. Avec une partie de la communauté qui trouvait GNOME 3 à chier, pas beau, etc. T'es dépanné. C'était en 75, je rentrais à peine de la guerre du Vietnam, donc je sais pas. Et donc derrière, il y a plein d'environnements de bureau qui sont nés. Mate, XFCE, non, XFCE existait déjà. Mate, Cinnamon, Buggy, qui ont forqué le GNOME 2 pour proposer les fonctionnalités du GNOME 2, par contre en utilisant les bibliothèques GT4. C'est vrai. Si je dis pas de bêtises, GNOME 3, ça a 13 ans, c'est sorti en 2011, c'est ça 2011, oui, c'est ça. Ouais, je crois. Si tu le dis, j'ai confiance en ton Wikipédia. Heureusement que t'as les yeux sur tout mon écran. C'était beau, ça. Non, mais c'était pour recontextualiser, voilà. Parce que ceux qui conduisent, qui sont en train de nous écouter, là, tu vois, il leur manque des repères. Donc, j'apporte des informations complémentaires. Évidemment que je sais pas, je connais pas par cœur. Encore heureux. Heureusement qu'il y a la Bible pour ça. Voilà. Ouais. Voilà. Bon, très bien. Allez, next. Ah oui, c'était à moi de faire. Oui, non, mais j'aurais pu faire autrement, hein, tu sais. Hein. Non, c'était un truc, justement, c'est toi qui es si vieux que ça, t'as connu le début. Et oui, rappelez-vous, c'était en 1964. John Kemeny, non pas Kennedy, hein, Kemeny et Thomas Kurtz, qui étaient à l'université de Dartmouth. Mais qu'est-ce qu'ils ont inventé, tiens, en 1964 ? Un langage. Ouais, un langage, le Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code. Et là, vous me faites... Basique, non? Ah, bien, basique, oui. Basique. Le basique, où on l'a tous connu. Enfin, moi, je l'ai connu. C'était sous Berk et MS-DOS, voilà. Mais on l'a tous connu. On l'a connu également sous Visual Basic.net, hein. Voilà, le petit pendant, la suite, entre guillemets, qu'a récupéré Microsoft. On en fait aussi un petit peu avec l'Arduino, avec le ArduBasic. Et on peut en faire également aujourd'hui avec du Basic Open Source. Non, vous n'êtes pas dans le dossier spécial Basic. C'est simplement que il a 60 ans. Joyeux anniversaire. C'est un truc de dingue. Joyeux anniversaire. Il y a eu 60 ans il y a un mois en fait. Hein. Oui. Faut le dire. On n'est pas un mois près. Hein. On n'est pas un mois près. Dites, si je vous fais une confidence, vous croyez qu'il y a prescription à propos du basique? Oh putain, vas-y, fais-nous rêver. Bon, en fait, je vous explique. Moi, quand j'étais gamin, fatalement, donc, on était dans les années 80, c'était le Spectrum de chez Sinclair, le Spectrum ZX 81 qu'on appelait ça. Donc, en fait, c'était un petit ordinateur qui avait qu'un seul langage de programmation, c'était le basique. Et donc, en fait, on sauvegardait naturellement nos petits programmes sur des cassettes audio. Hein. Je sais pas si, en fait, vous vous imaginez un peu le non, truc. Non, c'était pas cassette audio, c'était des cassettes avec une bande chrome. Oui, qu'on pouvait utiliser aussi comme cassette audio, mais non. C'était bon, les concurrents directs de Sinclair, pas de Sinclair, de Amstrad, de Commodore et compagnie. Et en fait, moi, je me souviens, donc, à cette époque, j'avais donc à peine 9 ans, je pense, et j'étais un gros fainéant. Je détestais les maths, et donc qu'est-ce que j'avais fait? Eh bien, quand c'était le moment de faire mes devoirs, je passais des heures et des heures entières à programmer justement, en tout cas, un truc qui me permettait de faire des inputs pour faire mes tables de multiplication. Donc, entrer le premier chiffre, entrer le deuxième chiffre, faire la multiplication, addition, soustraction, etc., etc. Et ainsi, vous aviez la réponse directement. Voilà, j'ai passé mon temps à faire donc mes devoirs d'école après les cours, c'était de passer 3 heures à faire ce petit programme de brin, tu vois, pour simplement faire peut-être, je sais pas moi, une quinzaine de petits exercices que le prof m'avait demandé de faire pour le lendemain. Et voilà. En fait, tu as passé 3 heures, mais... Ouais, c'est ça. Mais je crois que depuis lors, le prof est décédé, donc je crois que ça va. Il va pas me coller pour autant. Quoi. Il y a prescription, enfin, du moins, j'espère. Quoi. Mais on en était tous là. On a tous... Alors, à l'époque, c'était le Hello World de l'époque. On faisait des opérations mathématiques quand on apprenait le langage, donc basique. L'assembleur aussi, on faisait les opérations mathématiques en assembleur.
C'est avec les registres mémoire et tout ça. Waouh, ça rappelle des souvenirs, ça. Quelle époque. Ouais. Qu'est-ce qu'on en a chié, franchement. Ouais, maintenant on est sous Linux. Et puis on a l'intelligence artificielle pour faire tout ça. On est sauvé. Ouais, c'est vrai. Bah, je sais plus, quand tu parles d'intelligence artificielle, je sais plus qui disait qu'il faut qu'on arrête de faire des programmes avec l'intelligence artificielle. Ah oui, parce que ça génère de la merde. Oui. Le problème, c'est que, alors, et oui, je le répète, mais j'ai l'impression de le répéter depuis le début. L'intelligence artificielle te permet t'aider. Alors attention, parce que des fois, ça génère pas forcément des bonnes idées. Vous avez intérêt à être béton, à être assez costaud au niveau algorithmique, parce que des fois, ça génère de la merde et ça vous met sur des mauvaises pistes. Moi, ça m'arrive à lui reposer 42 000 fois la même question, à lui poser la question pour générer du code, mais tout compte fait, au final, je lui crache l'algo pour qu'il me génère le code qui va bien. Autrement, il me fait de ces trucs imbitables. Et si je ne me trompe pas, est-ce que c'est pas justement une certaine distribution Linux ou en tout cas quelque chose qui tourne autour de l'open source qui fait la guerre naturellement au script intégré et généré par l'IA? Arrêtez-moi si je me trompe, mais j'ai cru voir en fait une info passer qui ressemblait plus ou moins à ça. Ça me dit rien comme ça, ça me dit rien. J'ai cru voir un truc qui disait Linux, en tout cas le noyau, en tout cas voilà, il y a quelque chose autour naturellement de l'open source Linux qui maintenant est à la chasse aux scripts intégrés qui sont générés automatiquement par l'IA. Bon courage. Moi j'ai vu le truc où en effet ils voulaient chasser les... mais c'est pas que du noyau Linux, en fait c'est tous les programmes open source qui veulent chasser le codage par l'IA. Non, mais qu'on se fasse céder, parce qu'on se rappelle plus comment écrire une boucle for en PHP, c'est une chose, mais de là à générer de l'algo avec de l'intelligence artificielle, c'est juste pas possible. Je vous dis, arrêtez, c'est pas possible. Ça génère trop de merde. Ça génère trop de merde. Allez, on enchaîne parce que le temps tourne, s'il vous plaît. Et on va parler d'une flash news concernant dont on avait dit qu'on les mettait en sortie. Bah oui. Tu me l'as mis dans la mauvaise section. Donc c'est quoi ce boulot? J'ai une équipe de 20 journalistes derrière, ils sont même pas capables de faire un conducteur digne de ce nom. Mais nom de Dieu. Et on a pris 3 semaines, hein, merde. Bon, on va enchaîner sur les sorties de la semaine si vous voulez bien. Librement Linux, les sorties de la semaine. Et la sortie de la semaine concerne... Oui, je prends le relais du Tux. Concerne... Punaise. Raspberry Pi Connect. Et oui, Raspberry Pi a sorti un nouveau module qui s'appelle Raspberry Pi Connect. Et qu'est-ce que c'est donc? C'est simplement pour pouvoir prendre le contrôle à distance de votre Raspberry Pi. Vous allez dire, ouais, mais il y a déjà VNC. J'ai bien dit VNC, hein, pas VLC. Rien à voir. Oui, mais non. En fait, depuis que les bureaux sont sous Wayland, c'est un peu plus compliqué de prendre la main sous VNC. Donc, déjà, avec cette news, vous pouvez comprendre que VNC, ils ont des petits soucis avec Wayland. Donc, Raspberry Pi Connect permet de prendre le contrôle à distance. Et en fait, il existe 2 modes pour pouvoir prendre le contrôle à distance de ce PC. Soit vous arrivez à faire du WebRTC, c'est un peu comme quand vous faites du Zoom, je viens de dire Zoom, Jitsi, Slack, Microsoft Teams, Google Meet, voilà. En fait, c'est ce qu'on appelle de la vidéo point à point. Sauf que là, la vidéo, c'est l'écran de votre Raspberry Pi. Et si ça ne marche pas, vous pouvez faire une connexion via un serveur intermédiaire hébergé par l'association, la fondation Raspberry. Voilà. Mais ça a l'air de bien marcher. En tout cas, voilà, sachez que maintenant, il y a un outil qui s'appelle Raspberry Pi Connect et c'est dans le paquet RPI Connect. Et le Tux, tu vas nous parler de Shotcut. En fait, je vais pas en parler longuement, hein. Il y a une nouvelle version de Shotcut qui est sortie. C'est la version 24.04. Donc c'est bien. Maintenant, ils ont tous pris l'année et le mois. Voilà, l'année et le mois. C'est toutes les versions, le LibreOffice, Ubuntu, KDE Live, etc. Hop, année et mois. Donc en fait, nouvelle version avec un nouvel encodeur qui s'appelle Ambiosonic Encoder Filter. Voilà.
C'est magnifique. Waouh. C'est digne d'une autre de podcast, ça. Ouais, mais t'es super emballé quand tu nous en parles, dis-moi, franchement. Non, mais moi, je suis team KDE Live. Voilà. Mais bon, comme on me dit, il existe aussi un autre qui est bien. Qui est bien, que j'ai utilisé récemment comme ça. Et en fait, il est pas si bien que ça parce que je voulais importer un sous-titre SRT dedans. Mais en fait, c'est pas pesable. C'est nul. Ouais. Alors KDE Live le fait. Pardon. Info suivante. Oui, info suivante. Info suivante. Et cette fois-ci, le numéro de version ne colle pas avec l'année et le mois, mais c'est le numéro 126. Ouais, c'est 126, c'est Firefox qui est sorti en version 126. Oh, nouvelle version avec plein de nouveautés. C'est trop long pour que je vous les dise tous. Non, je déconne. En fait, il y en a 2. Presque. Ouais, j'allais dire, il n'y en a presque pas. Grosso modo, elle améliore une fonctionnalité qui était introduite dans Firefox 120, c'est-à-dire la copie d'un lien sans les éléments qui sont introduits dans le lien pour nous traquer. Maintenant, c'est automatique, c'est systématique maintenant, c'est ça ? C'est systématique, pas sur tout, parce qu'en fait, il y a encore des éléments qui passent à la trappe, mais il y a près de 300 paramètres de suivi qui sont à présent bloqués. Quand vous copiez une URL, copiez sans le pistage. Donc ça veut dire que mes liens de parrainage Amazon ne fonctionneront plus ? Bah, a priori, non. Oh putain que ça va faire mal, ça. Oh que ça va faire mal. Que c'est bon. Utilisez Firefox. Ouais, c'est bien. Alors, bon, après, il y a 2-3 petites nouveautés, mais qui vont pas vous parler grand-chose avec la prise en charge d'un nouveau codage de contenu Z standard compression pour les développeurs qui utilisent ça, qui configurent leur serveur web pour compresser les pages qu'ils vous envoient. Ben, maintenant, Firefox, il est capable de le prendre en charge aussi, de le décoder. Voilà. C'est parfait. Ben voilà, quoi. Ouais. Petite nouveauté, Steve ? Non, rien de nouveau à l'ouest ? Non, j'ai changé de crème d'application solaire. Est-ce que c'est important de le savoir ? Non, est-ce que t'as pelé ou pas ? Ça va pas traîner. Bah non, parce qu'en plus, il nous a dit qu'il était rouge comme une écrevisse en HDR, ça rendait vachement bien. Ouais, ça range. Ouais. J'ai entendu une info, alors c'est pas dans les nouveautés, mais j'ai entendu une info qui disait que les années 2020, ça va être les années intelligence artificielle, et en effet, on en bouffe à toutes les sauces. Et vous vous rappelez, dans les années 2010, en quoi il fallait être spécialisé, en quoi il fallait aller ? Et c'est vrai. Social engineering. Non, il fallait être expert en nanoparticules. Et oui, rappelez-vous les vaccins avec les puces 5G. Je croyais qu'il fallait être expert en metaverse. Que c'était le truc qui allait révolutionner le monde de demain. Ça dérape. Allez, on va parler des poditeurs si vous voulez bien. Librement Linux. Oui, Librement Linux, le seul podcast qui parle d'open source, ou presque. En tout cas, on voulait vous faire une petite parenthèse sur les retours qu'on a eu un petit peu à droite à gauche. Alors, j'ai pas eu beaucoup de retours sur le fait divers de Manecast Librement Linux, mais par contre, Steve, t'as eu quelques retours fort sympathiques, je trouve. Ouais, je trouve aussi. J'avoue, franchement, ça fait chaud au cœur en plus. Mais ouais, non, c'est il y en a, il y a un commentaire, franchement, on pourrait le mettre à toutes les sauces. J'aime bien votre podcast. Très bien. Oui. Voilà. Oui, donc c'est très bien, merci. Franchement, sincèrement, merci. Mais c'est vrai que on l'a trouvé un peu juste. Mais non, mais c'était déjà très bien. Donc merci en tout cas pour ce retour. J'ai perdu les autres. Ah si, ça y est. Voilà. Il y en a un qui est bien. Oui. Ouais, je voulais juste en profiter. Moi, il y en a certains qui m'ont posé des questions par rapport à la mise à jour, mise à niveau vers 24.04. Oups, à tes souhaits. Ça me rend malade, en fait. Non, en fait. La gastro Non, c'est juste de parler de mise à niveau vers 24.04. Donc, la mise à niveau vers 24.04, non, elle est toujours pas possible. Attendez la notification sur votre distribution avant de l'envisager. Une fois qu'elle sera possible, je mettrai bien entendu un petit tutoriel pour vous aider, vous guider pour ceux qui ont quelques hésitations à le faire tout seul. Mais pour l'instant, ce n'est toujours pas possible. Très bien. Voilà, petite réponse à mes auditeurs. Non, lecteur de blog. Et lecteur. Il y a Box 4444 qui nous dit très bon podcast, très complet et très intéressant. Merci pour les pistes de réflexion, l'actu, les news logiciels et sécurité et aussi la bonne humeur que vous apportez.
Oui, et les rires ne sont pas enregistrés. Merci également pour ton retour et ton point de vue sur la technologie qu'on partage, hein, le problème des réseaux sociaux, du bruit, on va dire, technologique qui peuvent nous déstabiliser, nous brouiller, etc. Je le lis pas parce qu'il est assez complet, ton commentaire assez long, mais il était très très intéressant. Et en effet, tu évoques également l'intelligence artificielle. On le réévoque pas, si je veux dire, stop. Voilà. Donc, en tout cas, merci pour ton long retour. Et non, Matrix n'est pas si ardu que ça. Il faut simplement s'y mettre. C'est comme tout. Tu vas y arriver, j'en suis sûr, petit scarabée. Louni qui nous fait évidemment de nouveau un retour. Où je dis de nouveau parce qu'on le voit assez souvent, Louni, mais merci en tout cas pour ton retour. Donc, à un moment, Louni nous a fait un coucou sur Matrix. Alors, il fait des allers-retours. Bon, écoute. Très bien, très bien. Et autrement, il me dit qu'il regarde mes vidéos, mais ça, ok, merci. C'était un message perso. D'autres nous disent toujours au top, continuez comme ça. Merci pour votre podcast intéressant. On se sent moins seul dans ce monde de ouf. Oui. Un peu de recul, un peu de recul, ça fait du bien. Et puis qu'est-ce qu'il y a? Merci, et toujours intéressant. Merci à vous tous. En tout cas, ça nous fait vraiment très, très, très plaisir. C'est vrai. Ouais. D'autres choses à rajouter? Moi, je le dis jamais assez, hein, mais ne fût-ce que ce fameux merci, ne fût-ce que cette petite attention d'écrire simplement le merci, très intéressant. C'est quelques petits mots comme ça pour simplement nous soutenir, parce que c'est nous soutenir d'une certaine manière. Mais vous n'imaginez pas à quel point c'est d'une richesse pas possible, ces quelques mots, ces quelques lettres comme ça. En tout cas, moi je parle pour moi, j'espère qu'en fin de compte vous partagez mon avis. Il n'y a rien de meilleur, vraiment, pour en tout cas nous rebooster, nous dire dimanche, on met la patate, vous allez voir, on fera encore mieux. Enfin, pour ma part, quoi. Lundi, on est lundi. Ouais, mais non, on est lundi, mais c'est pour dimanche, parce que je sais que dans 4 jours, on se réunit pour une réunion pré-podcast, et puis après dimanche, on enregistre. Donc voilà, vous n'avez pas beaucoup de temps pour nous dire merci, les gars. Enfin, si jamais vous voulez nous dire merci, que vous trouvez ça sympa, quoi. Voilà. Je m'enfonce ou je ferme? Ouais, je vais me taire maintenant. Ouais. Bon. Je vais mettre la petite musique qui annonce la fin de ce numéro de Librement Linux. On était le lundi 20 mai 2025 et on termine, il est 21h13. 24. J'ai pris un an d'avance, pardon. Putain, ouais, mais on est foutus là. Il y a un truc qui va pas. On va devoir arrêter de prendre des vacances, hein, les gars. Bref, merci Steve, merci le Tux masqué. Merci à toi. Ça a toujours été un plaisir de faire cet épisode. Encore un plaisir de faire cet épisode avec vous. Oui, ça y est, je commence à ne plus mettre les mots dans le bon ordre, à concorder le temps, ça va plus. Bon, bref. Ouais, c'est normal, il est minuit. Il est 2h du matin. Super tard. On est claqué. Je vais passer le petit mot aux 20 journalistes là qu'il faut qu'ils fassent gaffe aux conducteurs parce que la prochaine fois je les vire et vu qu'ils sont pas payés, ça leur feront ni chaud ni froid, voilà. C'est vrai. Bon, on va arrêter les blagues. Un jour, il faudra qu'on fasse un bilan moral et financier. Surtout financier, moi je dis. Ah oui, toi tu dis financier, moi je disais surtout moral, mais bon, ouais, d'accord, ok, il y a à boire et à manger, quoi, finalement. Il y a qu'un thune qui m'intéresse. Attends, on va pas dire qu'on crache dessus aussi. Non, mais on est peut-être libristes, mais pas complètement fous. C'est pas faux. Bon, très bien. Le temps de retrouver le générique. Bon, d'ailleurs, il faudra qu'on rediscute de mon cachet la prochaine fois. Hein. Eh ben écoute, tu sais quoi, tu peux passer tout de suite à la compta parce que je crois qu'on va se passer de tes services. Allez, bonne journée. Merci, bonne continuation à tous et rendez-vous au prochain numéro de Librement Linux. Bye bye les gars. Salut les copains. Salut. Bon allez, il faut que je vous raconte un truc qui m'est arrivé quand même. J'ai un peu la honte. Vous savez, donc je suis parti en vacances, machin, piscine ouverte. Vous savez, quand on approche la cinquantaine, on se met en torse-poil. Quand on sait qu'en fin de compte, il y a plus de 800 vacanciers, t'as envie de marcher un petit peu le torse bombé, machin, tu vois, là, un petit peu à l'Aldo Machone. Et tu vois la piscine, tu dis, ouais, je vais aller piquer une tête. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu sautes, mais t'as peur qu'en fin de compte, elle soit trop froide, donc genre, oh putain qu'elle est froide. Ou alors tu plonges, mais vraiment t'y vas à fond, tu vois, genre t'évites de faire la bombe, mais t'y vas quoi. Et arrivé dans l'eau, tu dis, bon j'espère qu'elle est pas trop profonde, donc qu'est-ce que tu fais? Tu plies les genoux.
Et là, je m'éclate les genoux au sol de la piscine. Oh putain, j'ai mal pour toi. Je ressors de la piscine, je pisse le sang des 2 genoux. Alors le mec, alors le mec, il voulait rester digne. Là, tu vois le torse bombé. Ma femme qui me dit, je crois que tu pisses du sang des genoux quand même. T'es con. Ah putain, t'es allé dans le bassin des gamins. Oh putain. Ouais, c'était ça. Grande profondeur, 80 cm dans ma gueule. Voilà. Te rends compte, t'aurais plongé là en avant. Mais c'est pour ça qu'il y a des accidents. Tu sais, les gens ont des balafres sur les visages et tout ça. C'est à cause de ça. Hein. C'est pas Albator, il a eu ça, je crois, Albator. C'est exactement ça. Minecast.